Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition. Voici le sommaire de ce journal. Rencontre à Paris ce mercredi entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Ils ont échangé en présence de proches collaborateurs. Le Premier ministre a aussi rencontré le conseiller Afrique du président français au cours de cette journée. En Côte d'Ivoire, les familles des soldats tombés au front lors de l'attaque de Kafolo reçoivent la compassion du chef de l'État et de la nation ivoirienne. Des sentiments que leur a témoigné ce jour au cours d'une rencontre le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Sur le plan sanitaire, le nouveau coronavirus fait encore des victimes, avec 203 nouveaux cas enregistrés ce 1er juillet. Le total des cas confirmés en Côte d'Ivoire s'élève à 9 702. Les autorités sanitaires appellent les populations au strict respect des mesures barrières. Bienvenue dans ce 23h. Ouvrons ce journal avec l'agenda de Amadou Gon Coulibaly à Paris. Ce mercredi, le Premier ministre s'est entretenu avec l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Bandama. Il était en compagnie de ses proches collaborateurs. Et suite à cet entretien, Amadou Gon Coulibaly a échangé au cours d'une audience privée avec Franck Paris, le conseiller Afrique du président français Emmanuel Macron. L'actualité en Côte d'Ivoire, les familles de militaires tués lors de l'attaque de Kafolo ont reçu le soutien et la compassion du président de la République et de la nation ivoirienne. Elles ont été reçues dans ce cadre par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. La rencontre est rapportée par Ampou Sanogo. Les parents des militaires et gendarmes tombés à Kafolo, à la frontière avec le Burkina Faso dans la nuit du 10 au 11 juin dernier, reçu par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Il s'agit pour Ahmed Bakayoko de traduire à ces 14 familles éplorées le soutien et la compassion de la nation et du président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République m'a demandé de vous traduire la reconnaissance de la nation quand vous mourrez au service du pays, en mission commandée. La nation se doit de vous reconnaître cela. Et il salue leur mémoire. Certes, la douleur est grande, mais vous pouvez être fiers de vos enfants. Vous pouvez être fiers de ce qu'ils ont accompli pour leur pays. Ahmed Bakayoko annonce que ses familles attristées auront le soutien de l'État du Côte d'Ivoire. L'État va continuer à vous aider, à aider vos enfants. Le chef d'état-major général nous a fait des propositions pour que nous puissions maintenir le bail de loyer jusqu'à une certaine période. Également, que nous puissions maintenir les salaires pendant une période pour que ce soit un soutien pour vos enfants et vos familles. Ces familles ont en retour exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. Je voudrais dire sincèrement merci. Parce que dès les premières heures, le gouvernement n'a cessé de nous soutenir jusqu'à ce jour. Je voudrais, au nom de ses parents, remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République. Une cérémonie en hommage aux soldats tombés à Kafolo aura lieu ce jeudi 2 juin à la place d'armes générale du corps d'armée. Ouattara Paul Thomas Dakin, en présence du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Dans l'actualité économique de la Côte d'Ivoire, le budget 2021 était au cœur de l'activité parlementaire ce mercredi. La programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2021-2023 a meublé les échanges entre les députés de l'Assemblée nationale et le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Cette programmation projette à 8 629,1 milliards de francs CFA le budget 2021, suivant ces explications de Lanciné Bakayoko. Ce document d'orientation qui présente dans les détails la trajectoire budgétaire de l'État sur la période 2021-2023 vise à accroître l'efficacité du recouvrement des recettes intérieures. Il ambitionne surtout de consolider la maîtrise des charges et de l'endettement public et de poursuivre la politique d'investissement. Il s'agit donc de renforcer la prise en charge de toutes les questions liées à l'enseignement, à la santé, aux équipements collectifs,
aux différentes infrastructures. Je crois que ce sont des choses que nous allons poursuivre dans les années à venir pour consolider la compétitivité de notre économie. Les principales hypothèses qui sous-tendent la croissance économique prennent en compte la réduction de l'impact de la Covid, la consolidation de la stabilité sociopolitique et la poursuite des réformes structurelles. Ce type de débat-là, c'est de savoir, nous, comment est-ce qu'on va davantage affecter la ressource et la façon dont la ressource va être affectée, ça touche les populations au quotidien. Le budget de l'État pour l'année 2021 est projeté à 8 629 milliards de francs CFA. Il devrait s'accroître pour atteindre 9 129 milliards en 2022 et 9 916 milliards en 2023. Sur cette base, l'activité économique devrait afficher un taux de croissance annuel moyen de 6,5%. C'est une appréciation saine de l'évolution de notre économie. On a une économie qui a des capacités de production qui sont assez importantes, qui n'ont pas été entamées particulièrement. Donc il n'y a pas de raison pour que, dès que les choses se reviennent à la normale, que nous ne revenions pas au rythme que nous connaissions par le passé. Toutes ces données économiques et budgétaires présentées aux députés sont provisoires et pourraient connaître en cas de besoin quelques évolutions avant l'adoption du budget 2021. Dans la commune de Cocody, le quartier Riviera à Labra est de nouveau sinistré suite aux récentes inondations causées par les pluies diluviennes. Ce n'est pas une première. Pour mémoire, en 2018, les habitants de ce quartier avaient vécu le cauchemar des inondations causées par les pluies. Après cet autre épisode, désemparées, elles demandent de l'aide. Leur difficile réalité est rapportée par Herman Guivet. On a tout perdu, on a besoin d'aide. On a tout perdu, on a besoin d'aide. Tout le temps nous regarde. On a besoin d'aide. Voici tout ce qui reste du mobilier et autres affaires d'une famille après les fortes pluies précédentes. Ici, c'est la Riviera à Labra, quartier résidentiel. Et chaque année, à la même période, le cauchemar des riverains reste le même. Avec les mêmes causes, les mêmes effets et surtout les mêmes acteurs. L'on tente de récupérer ce qui peut être encore utilisé. C'est l'heure du grand nettoyage. L'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, structure sous la coupole du ministère de l'Insalubrité et de l'Assainissement, est à la tâche. Suite aux dégâts causés par les pluies diluviennes, l'État nous a appelé rapidement de venir intervenir, enlever les objets encombrants, les ordures, les objets de famille et autres. Tout, nous sommes venus enlever tout pour aider les riverains. Les familles sont très contentes. Elles sont contentes, elles apprécient et la qualité de notre prestation. L'on note également la présence de petites mains, de jeunes volontaires venus aider les familles sinistrées. Ils étaient d'abord méfiants, mais ensuite quand ils ont vu que nous sommes vraiment motivés et que nous voulons prendre action au sein de notre communauté, ils ont accepté notre aide. Donc on les aide comme on peut, en nettoyant, en prenant action avec eux. Voilà. Les victimes, elles, semblent tout simplement dépassées par les événements. Vraiment, la situation, elle est pénible, difficile. On a tout perdu, tout, encore une fois. Depuis ce matin, les jeunes qui sont venus volontairement pour venir nous aider, faire des travaux, laver la maison et puis ils sont en train de nettoyer le gazon, ils nous aider beaucoup. Ce que nous, on n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui, eux-mêmes sont venus nous aider pour faire. Vraiment, on est très contents de ce qu'ils ont fait. Aïda Koné, maîtresse des lieux, tient à nous montrer l'ampleur des dégâts causés par les eaux dans sa maison. Un bébé qui était de cette chambre-là, c'est celui. Dès que j'ai soulevé l'eau a caché. Un bébé sorti in extremis des eaux, un peu comme l'histoire de Moïse, contée dans les Saintes Écritures. Comme ce bébé, une photo de mariage sauvée également des eaux. Bref, ici, nous sommes à la Riviera à Labra, quartier résidentiel. On a fait sortir notre mère par la fenêtre. Le sauveur de la mer, le voici, Bakayoko Anzumana. Il raconte. Je suis descendu sur la gare, posé là-bas, puis j'ai marché sur la clôture. Arrivé sur ce mur-là, le volume d'eau était tellement énorme, ça arrivait ici. C'est là que je suis venu trouver que la dame était avec sa maman. Sur le matelas, avec sa fille, ils ont attrapé la maman, elle ne pouvait pas sortir. Je leur ai dit de la faire sortir par la fenêtre. Donc j'ai essayé de défoncer un peu la fenêtre pour la faire sortir. Je l'ai attrapée, la mettre sur mon dos. Puis j'ai marché sur
la politique pour aller avec elle, pour aller là, remettre aux autres. Et c'est après ça maintenant je suis redescendu venir sauver ces deux filles. Un autre héros des temps modernes. Pour sauver leur vie, les habitants de la maison ont dû gagner les hauteurs. Comme des centaines de riverains, les questionnements sur l'ambiguïté du lendemain restent les mêmes. On ne sait même plus quoi faire. On doit déménager, on ne peut pas partir. Parce qu'on part, on va où? On n'est pas en location de la maison. Les parents ont travaillé le jour pour acheter cette maison. Et aujourd'hui, on ne peut pas laisser cette maison et partir. On va où? Un véritable sentiment d'impuissance devant ce qui tend à s'inscrire dans le quotidien annuel des riverains du quartier Alabra. Selon Dame Koné, on ne pouvait qu'apercevoir la toiture des maisons, tant l'eau de ruissellement avait gagné en hauteur. Selon certains témoignages recueillis auprès de riverains, ce problème ne serait pas seulement lié aux questions de drainage, mais également à la conséquence de constructions anarchiques en périphérie de leur quartier. En attendant qu'une solution radicale porte ses fruits, on ramasse les ordures, on passe la serpillière, on déblaye, on chasse l'eau de ruissellement, tentative, peut-être désespérée, de redonner au quartier son lustre d'antan. Voilà une bien triste situation que vivent ces populations. Et comme la pluie qui sévit, la pandémie de coronavirus est encore présente. Le virus fait encore des victimes. Voyons le point à ce jour de la gestion de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. « 203 nouveaux cas sont dénombrés ce mercredi 1er juillet 2020, ce qui fait un total de 9 702 cas confirmés en Côte d'Ivoire. À ce jour, 4 381 personnes ont été guéries et 68 personnes décédées dans le pays, selon la déclaration du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique que je vous invite à suivre. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 1er juillet 2020, 203 nouveaux cas de Covid-19 sur 1824 échantillons prélevés, soit 11,1% des cas positifs. 108 guéris et 0 décès. À la date du 1er juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 9 702 cas confirmés, dont 4 381 personnes guéries, 68 décès et 5 253 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 57 774. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité, car pour stopper la transmission du virus, nous devons tous être disciplinés et responsables. Demeurons prudents et vigilants, car nous pouvons tous être contaminés. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Voyons à présent l'évolution de la pandémie hors de chez nous. Au Ghana, on enregistre 17 741 cas confirmés, 112 décès. En Guinée, 5 391 cas confirmés, 33 décès. Au Nigeria, 25 694 cas confirmés, 590 décès. En Afrique du Sud, 151 209 cas confirmés et 2 657 décès. En Égypte, 68 311 cas confirmés et 2 953 décès. Le monde entier
enregistre 10 538 577 cas confirmés et 512 689 personnes décédées à travers le monde des suites de la Covid-19. Et puis, la recherche scientifique annonce une avancée dans la recherche de remèdes à ce virus. Une collaboration germano-américaine pour un projet de vaccin a annoncé ce mercredi des résultats préliminaires positifs sur 45 participants. Le vaccin expérimental serait capable de générer une réponse d'anticorps neutralisant chez les humains à des niveaux supérieurs ou égaux à ceux observés dans les sérums convalescents faits de sang provenant de personnes ayant été infectées par le virus et s'étant rétablies. Ces données préliminaires viennent d'un essai dit de phase 1 sur 2 réalisé aux États-Unis qui visait à vérifier que le vaccin n'était pas toxique et déclenchait une réponse du système immunitaire pour préparer le corps à résister au virus. En Côte d'Ivoire, le point presse du gouvernement sur la gestion de la pandémie a présenté ce jour les modalités de l'ouverture du trafic aérien international, la situation sanitaire et l'implication des forces sécuritaires pour le respect des gestes barrières étaient également à l'ordre du jour, suivant le compte-rendu de Franck Quadio. Point sécuritaire et sanitaire sur la Covid-19. En point d'orgue, la reprise des vols internationaux à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, mais contexte sanitaire oblige, toutes les précautions sont prises selon le directeur général de la SODEXAM, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. Afin de garantir à nos passagers un parcours sain, les aéroports sont désormais dotés de dispositifs de lavage des mains, de dispositifs de distribution de gel hydroalcoolique, de façades en plexiglas. Nous relevons cependant que des inquiétudes demeurent au niveau de l'obtention des autorisations de sortie. C'est la raison pour laquelle le ministère des Transports, en étroite collaboration avec les ministères de l'Intérieur et de la Santé, a mis en ligne un formulaire de déclaration de déplacement. Pour les informations complémentaires, le site du ministère des Transports www.transport.gouv.ci est recommandé. Les précautions d'usage pour prévenir la pandémie. Il en a été aussi question avec le maire de Ouragayo, ville du centre-ouest dans la région du Go. Les mesures barrières arrêtées par l'État ont été rappelées à la population. Nous avons eu plusieurs réunions, à peu près 28 réunions, avec toutes les couches sociales. Des dispositions, mais aussi un impact notable des mesures sur les activités des populations. Anthony Garou sollicite l'aide des forces vives, surtout dans le sens de la sensibilisation. Funérailles et diverses célébrations populaires ont encore la peau dure. Il faut, selon le docteur Edith Clarisse Kwasi, intégrer durablement les mesures barrières dans cette cité et même dans toutes les autres régions. Des données à l'image des perspectives nationales, la taille de l'échantillonnage étant croissante. C'est la conséquence de la forte circulation du virus, surtout au niveau communautaire, mais aussi le renforcement des capacités de dépistage et de diagnostic en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le taux de positivité oscille ces dernières semaines entre 17 et 30% des cas en dents de scie, avec une tendance générale à la baisse et une létalité stable, moins de 1%, malgré l'augmentation constatée de cas de décès depuis le début du mois de juin 2020. Les forces de sécurité font leur part concernant l'isolement du Grand Abidjan. Axe Dabo-Grand Lao, axe Dabo-Sikinsi, kilomètre 64 autour du nord, Azaguié et Guichenguié. Nous enregistrons 13 véhicules refoulés et 209 personnes refoulées pour défaut d'autorisation et tentative de contournement des postes d'observation. Nous enregistrons également 37 motos refoulées au checkpoint de Guichenguié à Beauville et kilomètre 104. Les conducteurs des 10 engins sont tenus d'être seuls sur leur moto. Interdiction stricte leur est faite de prendre à l'arrière une seconde personne sous peine de sanction. Généralement, nous constatons que la seconde personne à l'arrière est tenue de s'agripper au premier, ce qui crée un contact. Mais il y a du positif. Les acteurs du transport ont été salués pour leurs efforts. Seulement 125 véhicules mis en fourrière et plus de 400 masques distribués. Par contre, les entreprises publiques et privées, les kiosques et les sites de jeux sont appelés à plus de vigilance.
La solidarité joue un rôle très important dans cette crise sanitaire et comme acte enregistré ce jour, la remise de 2 ambulances aux populations du sous-quartier Zimbabwe dans la commune de Port-Boué. C'est l'action du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé. Notre reporter Abdoulaye Koné rend compte de cet acte de solidarité. C'est un don qui va améliorer la qualité du suivi et la prise en charge des malades au niveau de Port-Boué. Le ministre Abdourahmane Cissé est revenu vers ses semblables les mains chargées en offrant 2 ambulances entièrement équipées. L'objectif du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et l'objectif du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est de veiller à l'amélioration des conditions de vie des populations. Qui dit amélioration des conditions de vie des populations dit bien entendu amélioration de la santé. Parce que sans santé, vous n'avez rien. Et c'est fort de cela que j'ai le plaisir aujourd'hui de remettre au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly les 2 ambulances que vous voyez ici. Une pour l'hôpital général de Port-Boué et une autre pour le centre de santé de Vindi, Zimbabwe. Ces 2 nouvelles ambulances viennent compléter les 2 autres offertes 4 ans plus tôt par le même donateur. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il s'agit d'un appui considérable à son département. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci pour ce que vous avez fait pour la commune de Port-Boué au niveau des services de la santé et nous veillerons à ce que ces véhicules, ces ambulances soient utilisés de la plus belle manière. Dans ce domaine d'ambulance, le gouvernement fait de gros efforts. En moins d'1 mois et demi, c'est plus de 52 ambulances que le gouvernement nous a fait distribuer, nous a fait mettre à la disposition des établissements sanitaires et cela va continuer. Conformément au programme du gouvernement, l'hôpital général de Port-Boué sera entièrement réhabilité à partir de l'année prochaine. Mais d'ici là, des travaux d'urgence seront faits dans les plus brefs délais afin de soulager les populations. En marge de la cérémonie, plusieurs dons en vivres et non-vivres ont été faits par les 2 ministres. Et nous parlons à présent de dialogue social. La première session ordinaire du Conseil national de dialogue social pour la mandature 2020-2023 s'est ouverte ce lundi 29 juin. La structure a pour mission de promouvoir le dialogue social en Côte d'Ivoire. Bernard Ndoumi est reconduit pour un nouveau mandat à la tête de l'institution qui enregistre de nouveaux conseillers parmi les 54 membres. L'ouverture de cette session s'est faite en présence du ministre Pascal Kwaku Abinan qui a salué les actions déjà menées par le CNDS. Partons à présent pour Bouaké, la capitale de Bouaké, qui abrite une prestigieuse école, l'ENSOA. Elle a été ouverte en mai 1978. Elle est dédiée à la formation des militaires non officiers et elle a pour mission donc de former des soldats professionnels. 42 ans après, que devient cette école? Ce soir, nous vous proposons un gros plan sur l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Bouaké, un dossier réalisé par Kader Sogodogo. L'École nationale des sous-officiers d'actifs de Bouaké, ENSOA. On y entre pour être un soldat professionnel au service du pays. À sa création le 26 mai 1978, elle jouissait des mamelles nourricières de l'École des forces armées EFA qui forme des officiers. L'ENSOA, à partir du 27 novembre 1983, soit 5 ans après sa création, allait bénéficier de son autonomie. Son cœur de métier est d'assurer la formation générale de tous les sous-officiers dont l'armée a besoin. Sa mission principale se décompose en une formation initiale et une formation continue. Sa mission secondaire est la formation des spécialistes et des paramilitaires, police, douane, eaux et forêts, etc. Ici, à l'ENSOA, pour entrer, il y a 2 possibilités. On appelle le recrutement direct et le recrutement indirect. Semi-direct, j'allais dire. Le recrutement direct, c'est par voie de concours, c'est-à-dire on est un civil avec le BPC, niveau première, on passe le concours d'entrée à l'École nationale des sous-officiers d'actifs.
Mais il s'est trouvé que ces 2 dernières promotions, sinon la dernière promotion, la promotion qui va bientôt sortir, ça a été un concours exceptionnel. C'est-à-dire c'était des spécialistes seulement qui sont rentrés. Des gens qui avaient le bac et qui étaient spécialisés dans des domaines spécifiques. Un emploi du temps minutieux. Le régime est militaire. Ici, on débute les cours à partir de 6h30. On commence d'abord par le sport. Le sport peut être fait d'un footing simplement, ou bien ça peut être fait d'un parcours de combattant, ou bien d'un TAP lourd. Et à l'issue du sport, on fait ce qu'on appelle généralement nos rassemblements. S'il y a des messages qu'on doit porter à la connaissance des différents stagiaires, on le fait. Et les cours proprement commencent à 8h30. 8h30 qui finissent à 12h30, ils prennent une pause et on reprend à 14h30 pour finir à 17h30. Les stagiaires sont regroupés en fonction de leur spécialité. Un tour à l'infirmerie. Un encadrement de proximité est fait pour les futurs infirmiers de l'armée. Ils font d'abord la formation commune de base, formation militaire que tout le militaire doit faire. Ensuite, ils ont fait un corps de troupe au sein de l'infirmerie ici, c'est-à-dire avec la formation, ils sont venus pour qu'on puisse voir déjà leurs aptitudes. On a pleinement conscience de sa partition. Il y avait une formation ancien infirmier. À l'issue de cela, ils ont lancé le concours et nous sommes venus à l'ENSOA. La formation militaire n'était pas du jeu. On nous a dosé pendant cette formation. On a appris beaucoup de choses. On a surmonté ce qu'on ne pouvait pas faire. Je suis un petit garçon aujourd'hui. Au parc auto, la mécanique est un domaine bien présent dans l'armée. Des cours sont dispensés. En classe, le suivi est rigoureux. Nous sommes en train de dispenser un cours de tactique aux élèves. Le niveau il est très bon. Des stagiaires attentifs. Pendant le cours, ce que j'ai retenu, c'est les mesures à prendre pour pouvoir exécuter une bonne mission et aussi le matériel utilisé aussi lors de la mission. Un tour au stand de tir. Écouter et verrouiller sa cible. Hommes et femmes ont le même régime. Il arrive même que la précision se conjugue au féminin. J'ai juste fait ce qu'on m'a recommandé pendant les cours et j'ai tiré. Mon objectif, c'est de ne jamais rater ma cible. L'École nationale des sous-officiers d'actifs, dans son fonctionnement, va connaître 2 grandes dates. Le 3 mars 2005, le transfert de l'école de Boaké à Daoukro avec une extension à Abidjan-Akwedo. Le 4 avril 2017, son retour à Boaké sur les sites de l'EFA. L'ENSOA a 42 ans aujourd'hui. L'école a des perspectives pour son rayonnement. Le vœu le plus cher, c'est de voir cette école devenir une école d'excellence. L'école doit avoir un auditorium, avoir une salle informatique, avoir un labo d'anglais, parce qu'aujourd'hui, les hommes que nous formons sont systématiquement appelés à aller aux missions onusiennes. Et ces missions-là, la langue anglaise est mise en priorité. L'École nationale des sous-officiers d'actifs ambitionne également de devenir une école nationale à vocation régionale. Les autorités ivoiriennes travaillent dans ce sens. Sa devise reste la même, s'instruire pour ne pas subir. Voilà un reportage enrichissant sur l'ENSOA à revoir sur toutes nos plateformes digitales. Les soldats de la communication seront distingués à l'occasion de la 2e édition de l'Ordre du mérite de la communication. 65 personnalités marquantes du secteur de la communication en Côte d'Ivoire se verront élevées au grade de commandeur, officier et chevalier dans l'Ordre du mérite de la communication. L'événement se tiendra en décembre prochain. Dans l'actualité politique de la Côte d'Ivoire, à Dimbokro, les communautés d'An et Oué ont été entretenues sur l'importance de participer pour tout citoyen à l'opération de révision de la liste électorale, une sensibilisation qu'a menée Adama Koulibaly, dont témoigne Cheikh Koné. Elles sont venues de toutes les contrées, mais pour des raisons de respect des mesures barrières, elles se sont faites représenter par leurs différents chefs et responsables. Elles, ce sont les communautés d'An et Oué, de la région d'Unzi. Elles ont voulu marquer leur engagement pour la victoire d'Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP, à la prochaine élection présidentielle. Un engagement salué par le ministre de l'économie et des finances, Adama Koulibaly, par ailleurs coordonnateur régional du RHDP d'Unzi. Ce peuple est un peuple direct. Quand il choisit quelque chose, il y va. Moi, je crois que le soutien que nous avons reçu formellement de la part de ces communautés
montre effectivement que cette communauté votera massivement pour notre candidat le mois à venir. Pour le coordonnateur régional du RHDP, une victoire écrasante aux prochaines élections passe nécessairement par une participation massive des populations à l'opération de révision de la liste électorale. Il a par conséquent invité les deux communautés à en faire une priorité. Car pour Adama Coulibaly, le candidat au meilleur profit pour conduire la destinée de la Côte d'Ivoire reste le candidat du RHDP. Mais avant le vote, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'enrôlement, que les gens s'inscrivent sur les listes électorales pour pouvoir transformer en fait leur soutien et leur capital de sympathie en vote effectif le jour du scrutin. Pour la circonstance, Adama Coulibaly avait à ses côtés ses collègues coordonnateurs régionaux du NISI, à savoir la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramatali Bakayoko, et le secrétaire d'État, Kofi Lataï. Pour revenir à l'actualité du moment relative à la crise sanitaire du Covid-19, le ministre de l'Économie et des Finances a exhorté les communautés d'Anhéoué au strict respect des gestes barrières édictés par le gouvernement. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Faites-vous enrôler, respectez les gestes barrières et surtout restez vigilants face aux pluies diluviennes. Portez-vous bien. Rendez-vous demain.